Bonjour à tous et bienvenue sur Vitamine Dev, votre capsule concentrée en code et en actu. Je suis Sylvain, développeur full stack Angular.net et avant tout technophile. Et je suis accompagné de mon complice, Nicolas, passionné de technologie front-end et adepte d'Angular. Ensemble, nous explorons régulièrement les tendances, les nouveautés, les grandes questions du monde du développement. Que vous soyez un développeur aguerri, un curieux en quête de savoir, ce podcast est fait pour vous. Préparez-vous à plonger avec nous dans les dernières actualités et de débattre de sujets qui façonnent notre métier. Installez-vous confortablement, branchez vos écouteurs et c'est parti pour un nouvel épisode de Vitamine Dev. Aujourd'hui, un épisode spécial puisque nous allons avec Nicolas qui m'accompagne comme à son habitude. Salut Nicolas. Salut Sylvain. Nous allons donc réaliser une interview avec Damien. Damien qui est donc un expert architecte de l'environnement .NET qui a pu réaliser beaucoup de projets à travers des sociétés en tant que salarié et puis plus récemment en intégrant une start-up. Il pourra nous raconter tout ça. Salut Damien. Bonjour Sylvain, bonjour Nicolas. Salut Damien. Je vous remercie de m'avoir invité pour me poser non, mais merci à questions. toi surtout d'avoir répondu présent. Et de te prêter un peu à l'expérience, aussi une première pour nous de ce type de format, ce format interview. Ça, on espère en tout cas que ça va vous plaire et qu'on pourra réitérer ça. Du coup, peut-être pour débuter, effectivement, on l'a dit, on a parlé directement du sujet .NET Pro Microsoft. Pourquoi exactement l'environnement .NET? Qu'est-ce qui t'a fait aller dans ce monde, dans cet écosystème, si j'ose dire? L'environnement .NET, alors déjà c'est une part de chance qui vient du fait que quand on sort du monde de l'école et puis que on doit aller sur un projet, trouver une entreprise. En fait, l'entreprise qu'on trouve en général quand on est étudiant ou comme moi, ça a été le hasard. Je suis tombé sur une entreprise qui travaillait en .NET. C'était les tout débuts du .NET et j'ai trouvé la technologie intéressante. Après, je connaissais pas les autres. Après mon stage, j'ai continué donc dans cette technologie. Je suis allé dans une autre société qui, elle, avait des développeurs et des architectes vraiment très doués et sur lesquels j'ai appris énormément au niveau de l'architecture, vraiment sur le .NET, la manière dont il fonctionnait. Et généralement, ça allait beaucoup plus loin que ce qu'on avait l'habitude de voir en tant que développeur junior. Et donc, ça m'a donné envie de travailler sur cette techno. Et 20 ans plus tard maintenant, je suis toujours dessus. Et toujours dessus. Ouais. Ouais, donc c'est une techno au final que tu as choisi par on va dire, première expérience professionnelle, et t'es tombé dessus et au final, tu l'as jamais quitté derrière. Ouais, tout à fait. Mais en fait, je trouve qu'il y a toujours à apprendre dessus. Comme toutes les technos, elles évoluent, elles sont à l'écoute. Microsoft est à l'écoute des développeurs et intègre des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles techniques. Et le temps de les intégrer, de se poser des questions de comment les utiliser, on est toujours en retard sur ce que Microsoft nous fournit, je trouve. Okay. Oui, d'ailleurs, c'est vrai qu'une précision importante, tu disais plus de 20 ans maintenant. Ton premier job, c'était en quelle année? Alors, mon premier job, c'était en 2004 et je travaillais donc pour les sociétés d'autoroutes qui voulaient faire un outil de visualisation graphique des stations météo qu'il y avait partout en France. D'accord. Donc, Et à l'époque, ils me demandaient de faire ça en SVG et j'ai pas voulu et faire de l'HTML, et je crois que j'ai toujours été réticent à l'HTML. J'ai rien contre, mais c'était pas mon truc et donc je suis parti sur du .NET. D'accord. Alors quand tu dis de l'HTML, c'est quoi précisément? Parce que l'HTML tout seul, on peut pas aller très loin. Mais c'était quoi? C'était HTML, JavaScript. Voilà. Il voulait que tu partes sur un. Oui, d'accord. Voilà, HTML, JavaScript. À l'époque, le SVG était arrivé sur cette technologie d'affichage. D'accord. Comment dire, scalaire ou non, c'est pas scalaire. Vectoriel. Vectoriel, merci. Vectoriel et donc moi je trouvais ça pas marrant de faire du JavaScript.
trouvais que c'était, c'est C'est deux mondes qui s'opposent. Quand on a fait un peu de .NET au début, c'est vrai que c'est assez différent dans les approches. voilà, tout à fait. Et donc, plusieurs années, on va dire, en tant que salarié dans différentes entreprises. Donc, tu nous disais, commencer dans les compagnies d'autoroute, après, un peu ta carrière, dans quelle direction, dans quel domaine tu as pu travailler? Alors, j'ai toujours fonctionné à l'intuition, c'est-à-dire que les sociétés dans lesquelles je suis allé, au fur et à mesure, en gros, j'ai commencé aux autoroutes. Après, j'ai fait une autre société où les équipes n'étaient pas très très sympas. Donc, alors dans le dev, on porte tous beaucoup d'attention à nos collègues. Euh, Il y a un vrai et côté communautaire. voilà, tout à fait. Et au fur et à mesure, je suis allé d'entreprise à entreprise. Et chaque entreprise m'a apporté un lot d'expérience sur vraiment des secteurs complètement différents. Ok. Du coup, pour nos auditeurs, pour les situer un petit peu, est-ce que tu pourrais dire les types d'entreprises que tu as fait, si c'est plutôt des éditeurs de logiciels, si c'est de la prestation, si c'est vraiment plus pour de l'armée ou des choses comme ça? Je pense que ça peut aiguiller aussi l'image que les gens peuvent avoir de ton parcours et Ouais, de ce que tu fais. alors j'ai commencé par les sociétés d'autoroutes du sud de la France. Après, donc là, c'était l'édition de logiciels en interne. C'était vraiment pour avoir un suivi des données recueillies tout autour de ce qui était les autoroutes, la météo, le trafic. Enfin, il y a une quantité de données énorme. Mais c'était pour Pour les cette autoroutes. société, c'était pas de l'édition logicielle vendue derrière. Non, tout D'accord. à fait. Ok. Après, c'était une société qui s'appelait, ça, c'était du logiciel. Donc là, en vente, donc pour de la comptabilité, ce genre de choses. Donc pas après, voilà, qui était personnellement pas très, je sais pas comment dire. Tu n'as Bon, pas pu t'épanouir, en tout cas. non, ça m'intéressait pas. Le métier en Ouais. lui-même était pas Hmm. intéressant. Par contre, au niveau architecture, c'était incroyable. Ça, c'était vraiment, ils avaient fait leur propre Entity Framework à l'époque où Ils avaient fait ça leur devait. partie de framework en Non, non, surcouche. un Entity Framework entier. Carrément. Ils avaient fait leur Entity D'accord. Framework alors que ça devait sortir et que c'est sorti probablement 4-5 ans plus tard dans des versions, et eux l'avaient fait. Donc ils étaient vraiment doués. Voilà. Après eux, donc je suis parti pour une société. Donc là, c'était plutôt la dématérialisation de documents et de la sécurisation de données. Donc ça, c'était pour des grands groupes dans le militaire, mais pour de la mairie, c'était vraiment c'était les débuts de la dématérialisation de données. C'était dans quel genre d'année? Qu'on se donne un ordre Alors, d'idée, parce que c'est vrai que le alors début de la dématérialisation. ça, c'était 2006. D'accord, oui, déjà 2006, il y avait Voilà. ces Ouais, premières tentatives. les mairies, quand elles avaient besoin de faire des travaux, elles devaient se transmettre des documents par internet, que ça soit validé. Donc ça, il y avait des standards qu'elles avaient qu'elles avaient donné. Et puis, nous, on était le pivot pour ces envois de données entre les mairies et les décideurs. Voilà. Ok. Donc ça, c'était une des entreprises. Et puis après, je suis parti plus, c'était dans le militaire. Donc là, j'ai pas spécialement le droit d'en parler, mais Hmm. là, c'était de la maintenance du MCO, de la maintenance en conditions opérationnelles. C'était faire en sorte que une flotte de systèmes soit toujours en marche et qu'on n'ait pas du matériel qui soit en panne, ce genre de choses. D'accord. Ouais. Avec toutes les problématiques certainement de fiabilité, de sécurité qui étaient liées dans ce genre Voilà, de domaine. Hmm. ça c'est un très gros domaine. Il y a beaucoup d'intervenants là-dessus. D'accord. Et donc là, on est en quelle année à peu près quand tu es dans le domaine, dans ce domaine Donc de la là, défense? il y a 2011-2012. D'accord. Voilà. Et puis cette société a été rachetée par une autre grande société qui elle travaillait aussi dans, dans le domaine du MCO, donc du maintien en condition opérationnelle, entre autres. Je suis rentré dans cette société qui ne connaissait pas du tout le développement. C'était que du Excel. Ça a été un Ils peu. ont racheté la compétence quelque part qui va avec le MCO de développement et expérience un petit Non, peu qu'il parce y avait qu'ils peut-être. connaissaient.
même pas en fait ce que c'était que le développement. Ce qu'ils ont racheté, c'était les clients, le portefeuille client. D'accord, ok. Voilà, et dans cette société, puis dans cette société, j'ai continué à travailler pour un grand compte, donc notre client. Et puis après, j'ai switché, je suis passé du militaire, ouais, sur le ferroviaire. Donc là, j'ai intégré une autre équipe de dev ultra motivée, avec des petits jeunes qui en voulaient et tout. Et ça a été vraiment une expérience qui m'a boosté. Et t'es Et resté, donc là, on arrive sur quelle période dans ta carrière à peu près? Ben, je crois que ça a été probablement 2013, à quelques mois après, peut-être de 2013 jusqu'à 2022. Je suis pas sûr, mais ça doit être quelque chose comme ça. D'accord. Donc après cette expérience qui est plus longue que les précédentes, quelque part, je crois que tu t'es tourné vers quelque chose d'assez différent, que ce soit dans la manière de travailler, le domaine et je dirais les enjeux qu'il y a derrière. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce que tu fais maintenant? Ouais, alors là, j'ai intégré une start-up euh, qui est plutôt orientée donc dans la détection de faux documents et Alors, quand on qui... parle de documents, est-ce que tu Oui, peux pardon. préciser de quel type de documents on parle? Parce que on va peut-être pas parler juste de la facture téléphonique, Non, ce genre de ouais, non, choses. là on est sur du document, ce qu'on appelle du document ICAO, qui sont des documents officiels sur lesquels il y a des normes qui sont respectées, comme sur les cartes d'identité, les passeports, sur lesquels en dessous vous avez ce qu'on appelle des bandes MRZ qui permettent de savoir comment les données qu'il y a dedans, si vous avez une puce, comment lire la puce. Voilà, donc c'est plus sur des documents d'identité qui sont normés et après on essaye de porter l'expertise sur tout type de documents. Petit à petit, on essaye de rajouter au fur et à mesure tout type de documents. et peut-être avant de parler technique, moi, il y a un élément du coup qui me surprend. Il y avait l'air d'avoir une certaine stabilité au final des grands groupes pour des grands projets et passage dans une start-up. Qu'est-ce qui t'a poussé peut-être à changer un petit peu de carrière? Parce qu'au final, il y avait une certaine grosse stabilité. Qu'est-ce qui t'a poussé peut-être à passer dans cette start-up? Qu'est-ce qui t'a donné envie de changer? En fait, c'était plutôt des motifs personnels qui étaient D'accord. familiaux parce que j'avais des temps de trajet très très longs. Ça faisait plus de 10 ans que je faisais des heures de route, comme énormément de Franciliens le font tous les jours. Et le fait d'avoir un enfant, j'avais envie d'avoir plus de temps pour lui. Ouais, ça s'entend, ça se comprend tout à fait. Voilà, au détriment d'avoir une équipe qui était excellente. C'est comme quoi en fait, hein, c'est toujours une Et balance. il faut savoir penser à soi. Il faut Voilà, savoir penser à exactement. soi et à sa famille. Et donc un autre élément que tu nous avais évoqué donc avant l'enregistrement, c'était le fait aussi que tu étais passé en quasi complet télétravail. Ça n'a pas été trop difficile. C'est cette façon de travailler un peu à distance avec une équipe. Alors même si effectivement je ne connais pas la taille de l'équipe dans cette startup. Alors, est-ce que ça a été compliqué? Non, parce que déjà il y a eu l'effet Covid qui a fait que, étant donné que j'étais loin de la société précédente, enfin dans laquelle j'étais, ben j'ai dû apprendre à vivre chez moi, hein, pratiquement pendant très longtemps. On était en télétravail vraiment à peu près vraiment les trois quarts du temps. Donc, j'en ai pris l'habitude. Maintenant, est-ce que c'est difficile? Oui, c'est difficile parce que d'être avec ses collègues, c'est des échanges d'idées, c'est la machine à café, c'est des petites bulles de fantaisie qu'on n'a pas tous les jours et qui nous manquent. Qui nous manquent. On est dans notre monde, on reste, même si on a notre passion, qui est le dev, qui a des tas de trucs qui bougent et des tas de trucs. Là, on n'a pas, ouais, ces petites rigolades, ce côté, ces sourires, ces bêtises qu'on va se dire à la pause café. C'est voilà, ouais, ça manque. Et j'entends, mais en termes, pour revenir peut-être un peu sur sur l'aspect technique, donc
Tu parlais de documents, je vais simplifier parce que j'ai pas forcément retenu l'ensemble des acronymes que tu as pu évoquer, mais on va dire des documents d'identité. Euh, donc la stack technique, toujours du .NET, j'imagine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors forcément sans dévoiler, sans aller trop dans le détail, je sais pas ce que tu peux nous dire, mais en tout cas sur la stack technique, là Ah concrètement, tu travailles sur quoi? La stack technique, en fait, c'est full .NET. Autant avant, donc moi j'étais uniquement back-end. Maintenant, ben, je suis dans une startup, il faut que je fasse tout, un peu de relations clients, un petit peu tout parce on est peu. Et donc, au niveau du développement, là où je faisais que du back-end avant, ben, maintenant, je dois faire un petit peu du front-end. Et pour le front-end, ben, c'est pareil, je me suis orienté sur du .NET, sur des technologies Blazor, les applications pour Android et pour iPhone sur du Maobi. Et en D'accord. fait, ça nous permet, et surtout ça me permet à moi qui suis que back à l'origine, de factoriser énormément de code au niveau des API parce que je peux créer un appel vers mon API que je réutilise sur 3 clients différents et pas Hmm. spécialement tous .NET. Donc en fait, maintenant, moi, je suis vraiment uniquement .NET, que ça. D'accord. T'es un .NET qui est quelque part devenu presque full stack. Tu utilises le .NET pour faire du front et du back. Ouais, alors Est-ce pour que moi, tu le arriveras à te considérer comme quelqu'un qui est devenu presque full stack? absolument pas. Je trouve que rien que dans le dev web, on pourrait y mettre entre le design UX, euh, le gars qui dev vraiment le CSS, donc c'est là où on va voir ma méconnaissance, mais le gars qui travaille du CSS, le gars qui va travailler, ben maintenant le web, c'est pratiquement un client lourd dans lequel il faut bien organiser ses données, faire les bons appels, stocker. Il y a une intelligence qu'on n'avait pas avant, qui était simplement de générer du code HTML. Pour moi, on peut avoir 3 métiers et si ça se trouve, il en manque. Donc non, je me considère pas full stack. Je préfère essayer d'être un bon dev back-end, ce qui est déjà difficile parce que il y a énormément de choses à connaître. Et ouais, ouais, non, alors c'est vrai que la question se pose ici dans l'autre sens, hein. Là, on parle donc je pense de C Sharp, hein, oui d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y a encore, en gros, il y a plusieurs langages dans l'environnement Microsoft, mais on parlait bien de C Sharp, c'est bien ça? Oui, il y a que ça, oui, Oui, pardon. oui, oui. Mais on pourrait aussi, les personnes qui sont plutôt front-end aujourd'hui avec JavaScript, ils ont cette capacité aussi à faire du back-end, notamment avec des technologies qui se basent sur Node.js. Mmh. Mais là, je te rejoins. C'est vrai que il y a une complexité, comment dire, énormément de connaissances à avoir pour pouvoir dire qu'on est complet. Et il y a toujours une expertise privilégiée, que ce soit le front-end ou le back-end. Oui, Euh, ouais. donc ces outils, ces contrôles d'identité, je pense, demandent des mécaniques particulières, peut-être même des, de la performance, des pratiques de sécurité particulières, de l'analyse je pense, d'images, etc. Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Quels ont été les principaux challenges justement avec cette technologie .NET pour te permettre d'atteindre les objectifs? Alors les principales difficultés, donc moi je suis dans la réécriture là, aujourd'hui je suis dans la réécriture, complète de l'architecture. En fait on a des contraintes de matériel parce qu'on utilise du matériel, des scanners, qui ont des caractéristiques, typiques des scanners, liées au contrôle d'identité qui sont d'avoir des lumières différentes, que ça soit la lumière visible, l'ultraviolet ou l'infrarouge. Plus en fait, ça va plus loin, qui vont être dans le fait de détecter que il y a sur des passeports par exemple, vous avez des petites étiquettes que si vous penchez le passeport, vous allez voir que la Alors, en lumière surbrillance qui change, change. voilà. Donc il y a c'est vraiment du matériel spécifique avec à l'intérieur des SDK vraiment propres à chaque scanner. Et nous, on est censé pouvoir gérer tous les types de scanners, sachant que tous les fabricants de scanners eux-mêmes font pas des SDK
égaux en termes de fiabilité. Il y en a qui vont se démarrer, il va y avoir besoin de 800 mégaoctets de RAM, l'autre 100 mégas. Enfin bon, il y a des disparités, ce qui fait que au niveau du démarrage d'une application, on fait ça sur une tablette de type Surface Pro. Donc c'est pas des monstres de puissance, c'est très bien, mais c'est pas des monstres de puissance. Et il faut qu'on arrive à faire une application qui soit, comment dire, qui arrive à être économe en ressources. Et quand on a du matériel, c'est des contraintes qu'on n'a pas d'habitude, où on fait un site web avec toute la complexité de tous les sites web qui existent. Bon, ben là, on a des complexités matérielles que j'avais pas l'habitude de rencontrer jusqu'ici. Ouais, non, mais je comprends bien. Et donc, tu disais Blazor. Je sais qu'il y a plusieurs types de Blazor. Alors là, pour le coup, c'est un domaine que je maîtrise un peu moins parce que j'ai simplement bricolé avec pour voir un peu ce que c'était. Mais je sais qu'il y a plusieurs sortes. Il y a Blazor Server, Blazor, etc. Là, vous êtes sur quoi comme parce qu'on quand on Alors, parle de Blazor, c'est une c'est du, famille, hein. ouais, c'est du Blazor, ouais, parce qu'il y a deux types de Blazor. Il y a du Blazor, ce qu'on appelle WASM, qui est du WebAssembly, qui est, en gros, le .NET et le C# est compilé pour être interprété par le navigateur. Je sais pas, en C, en C++. J'avoue que j'ai pas fait les recherches de savoir ce qu'il y avait derrière. Au niveau performance, c'est très rapide et on garde euh, toutes toutes les possibilités qu'apporte le .NET, que ça soit la réflexion qui amène beaucoup quand même de possibilités en termes d'architecture. Donc voilà, c'est du Blazor WASM et il y a le Blazor Server qui va être en gros du calcul par un serveur distant et dans lequel en fait je trouve ça dommage. Je, j'ai jamais trop vu l'utilité parce que le but, un peu comme de l'Angular, c'est d'avoir une logique métier qu'on garde au niveau de son navigateur. Euh, en gros, c'est l'évolution des applications lourdes qu'on avait avant, et ben maintenant on les a dans le navigateur et je trouve ça vraiment génial. Donc, alors moi, comme je suis beaucoup plus front et tout, j'ai plus de mal, donc je vais peut-être poser des questions qui paraissent plus évidentes, qui ont l'air de transpirer dans tes réponses, mais si j'essaye de revenir terre à terre, du coup, comment est-ce architecture, en fait, votre solution? Il y a une partie serveur, c'est tout on-device, tu nous parlais qu'il y avait des tablettes qui étaient connectées à des scanners. Ces scanners, c'est comment? C'est du filaire avec la tablette? Il y a une technologie particulière pour transmettre les images avec, comme tu disais, les différentes couches, puisqu'il y a différents, je comprends, systèmes qui permettent de scanner avec différentes couches pour voir le visible, le non visible, ce genre de choses. Comment ça se passe en fait depuis le document jusqu'au logiciel? Alors, l'architecture en elle-même, il n'y a rien de transcendant. On a une architecture microservice qu'on héberge sur des serveurs français parce que en fait, c'est ça qu'on vend aux clients, c'est de dire qu'on est vraiment une application franco-française et que les documents, en fait, on essaye de respecter des normes de sécurité les plus, alors je vais pas dire les plus hautes, hein, parce qu'on sait que ça peut aller très haut, mais on essaye de toujours garder des standards de sécurité assez poussés et au niveau du chiffrement des données, mais autant du classique du TLS ou de l'HTTPS, mais en plus du chiffrement après encore des données. Donc là, on a une architecture microservice classique, classique pour ceux qui ont fait de l'architecture microservice. Donc on découpe les métiers dans différents projets en gros, et puis ils communiquent entre eux. Voilà, ça c'est la stack technique du back-end. Et à côté de ça, on a nos tablettes avec nos scanners qui fonctionnent actuellement sur en WPF, et les données sont envoyées typiquement à nos microservices. Ça, c'est vraiment de l'envoi de données. Et après, on a du front-end pour les personnes, donc qui vont être plutôt des standards de profil de sécurité, qui connaissent la falsification de documents ou la contrefaçon, et qui vont vouloir avoir de la visualisation sur ce qui se passe sur les bornes. Certains clients, voilà, on a X scanners à plein d'endroits différents. On a des notions d'alerte qui sont de dire le document est faux, ça leur envoie un message sur le téléphone, ils visualisent, ils ont besoin de voir un peu plus grand, ils vont sur leur front, ils agrandissent,
ils peuvent se poser plus de questions et après ils peuvent nous demander des expertises parce que c'est un peu notre force à nous, c'est de pouvoir dire, voilà, dans votre document, on a réussi à détecter qu'il était faux. Parfois, il y a des très bonnes contrefaçons, des très bonnes falsifications et ça demande vraiment un œil aiguisé. Oui, donc vous avez aussi de l'expertise humaine derrière, au final, en dernier recours, que vos clients peuvent quelque part Ah oui, oui. demander sur les documents qui peuvent se transmettre via la plateforme, en gros. Oui, c'est la grosse valeur ajoutée de la solution. Oui, c'est que au Ouais. final, c'est que ça peut nous arriver de détecter des faux qui sont vrais parce que le faux, en fait, c'est une carte d'identité qui a été mise dans une machine à laver. L'UV va disparaître. Il y a des mesures de sécurité qui vont être effacées, donc elle va paraître fausse. Et puis à côté de ça, il y a des clients qui vont nous dire, mais attendez, là j'ai eu un vrai, j'ai eu un doute. Et on va avoir ce fait de dire, oui, non, mais vous avez eu le doute parce que eux connaissent aussi la sécurité parfois. Et nous, on va améliorer nos algorithmes pour réintégrer ça. Mais en général, oui, on donne de l'expertise. Ah ouais, donc vous arrivez vraiment à, entre un faux document très bien fait et un vrai document qui aurait été abîmé par bah, son utilisation, le temps, c'est vrai qu'on peut oublier sa carte d'identité, les nouveaux formats dans sa poche. Vous arrivez à faire la différence entre les deux, entre les deux, vraiment comme ça? Petit à petit, en fait, c'est des algorithmes, c'est de la reconnaissance d'image. Alors, dans la reconnaissance d'image, sans vouloir faire de gros mots, on commence à utiliser l'IA qui nous aide. Il y a en fait il y a des très bons algorithmes dédiés justement pour l'image sans IA, mais petit à petit, vu qu'on commence à avoir des notions au niveau des contrefaçons sur certaines méthodes, donc ça j'en parlerai pas, on va entraîner de l'IA pour réussir, oui, à réintégrer. En fait, c'est un peu une méthode agile qui est de constamment améliorer les algos. Ouais, c'est ça. Donc, itérativement, toujours venir contrôler la qualité des résultats et la performance des algorithmes, et puis venir comme ça au fur et à mesure de l'améliorer et de récupérer les dernières techniques pour les C'est intégrer ça. au système. C'est ça. Et on a des clients qui jouent vraiment le jeu parce qu'aujourd'hui, sur la détection de faux documents, bon, bah, il y a des entreprises qui ont, on va dire, qui ont de très bons commerciaux, mais qui ont pas vraiment de très bons produits. Et justement, vu que nos clients voient que nous, on est ultra motivés dans le fait de réussir vraiment dans ce domaine-là, ben, ils jouent le jeu et ils nous aident justement à l'amélioration du produit. Et il vous aide à quelque part faire un peu ce dataset de possiblement tous les types de faux documents ou Oui, de choses comme ça. ouais, tout à fait. Bah, c'est par exemple, si on prend une carte d'identité roumaine, c'est en fait les Ah, vous ne faites stades. pas que les documents français. Ah non, non, D'accord. on Ah ben, fait, c'est assez fascinant quand même comme domaine, je trouve. ouais, ouais, Hmm. on va pas dire qu'on fait tous les documents mondiaux parce que le jour où on a dit ça, on s'est retrouvé devant un Indien qui nous a sorti un QR code immonde qu'on savait même pas d'où ça sortait. Mais on fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de documents Quand et même une bonne petit. couverture. Oui, on peut aller jusqu'au permis de conduire américain, où il y a 5 ans, enfin, où il y a autant de permis de conduire que d'États. Enfin, et on les fait pas tous, mais petit à petit, on essaye de les intégrer. Ça va très loin. On essaye d'aller vraiment loin. Et moi, je trouve ça fascinant. Ah ouais, c'est vraiment Tous. impressionnant. C'est un domaine, c'est un domaine très large. Et merci en tout cas, ouais, pour ce détail et pour ces explications. Moi, j'aurais envie de poser peut-être une autre question, en tout cas, c'est aujourd'hui, il y a des jeunes développeurs qui ils débutent, ils ont peut-être envie de se dire, .NET, ils l'ont peut-être un peu touché à travers les études et ils se disent, j'ai envie de me spécialiser, j'ai envie d'être architecte, souvent c'est des grands mots, on vient de débuter, on veut déjà être architecte. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Comment ils pourraient se spécialiser dans ce domaine? Et peut-être aussi, est-ce que tu leur conseillerais de démarrer en start-up ou plutôt dans un grand groupe ou, enfin voilà, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu leur conseillerais pour démarrer au mieux leur carrière et notamment leur carrière en .NET? Alors, sur le démarrage, moi, j'aurais tendance à dire que le problème, c'est que c'est trop aléatoire. On peut tomber dans une grande boîte comme dans laquelle je suis tombé avec une équipe fabuleuse, alors que je suis sur des équipes avec lesquelles j'étais avant, sur des petites structures où les gens se tiraient dans les pattes. Et ça, on peut pas le savoir. Ça, c'est vraiment, c'est
Mais quand on tombe sur des gens avec qui on travaille et dans lequel on n'est pas bien, si on a le choix, faut pas hésiter à changer. Le but, c'est d'apprendre. Et au niveau, de l'architecture, moi, ce que j'aime dans l'architecture, c'est le fait c'est une remise en doute, constante, et dans les échanges avec les gens. Moi, je commence à être un vieux et j'aime beaucoup travailler avec les petits jeunes qui vont arriver et qui vont, dire: «Mais ça, qui vont dire: «Mais pourquoi tu fais ça?» Et le fait de leur expliquer, parfois, on se voit qu'on a tort et donc c'est un échange, constant et c'est de se dire, c'est toujours d'aller vers alors, il y a pas de solution miracle, mais c'est de se dire: «Voilà, j'ai envie de faire quelque chose de beau». Ouais, ouais. Heu, Donc savoir se remettre en question, écouter les autres, ne pas se sentir supérieur et puis au niveau de l'entreprise, au final, tu nous dis, écouter son instinct et si l'entreprise nous plaît pas, en fait, peu importe start-up, grand groupe, il y a des bonnes et des mauvaises sociétés de toute taille, en gros, et il ouais. faut savoir s'écouter et dire non, mais en gros, si on s'ennuie au travail ou si on n'est pas heureux d'y aller, faut peut-être réfléchir à en changer. Ouais, ouais, tout à fait. Surtout si parce qu'après il y a plusieurs profils de dev. Le profil, architecte, je pense qu'on peut pas l'avoir, au premier abord, de se dire: «Je veux être architecte». C'est de se dire: «Est-ce que je suis passionné? Est-ce que quand je fais du code, j'ai envie de l'améliorer? Est-ce que, j'ai envie d'être avec des gens qui» voilà, et c'est toute une manière de penser qui fait qu'on va vers ce niveau-là. Il y a des profils qui sont architectes, il y a des gens, qui sont plus, sur la manière de gérer de savoir gérer une équipe. Voilà, l'architecte, c'est un super, tech lead, je dirais, qui a envie de jouer au ping-pong avec d'autres développeurs et je voudrais dire en plus que son but, c'est que quand il fait des frameworks pour les devs, ce qu'il veut, c'est que les devs ils aient le plaisir de d'utiliser le l'utiliser. code qu'il fait. Pour moi, c'est ça le leitmotiv de son code, c'est de se dire: «J'ai envie qu'il utilise mon code et qu'il se dise: "Ça a du sens"». Ouais. Ouais, Il y a un peu complètement. d'expérience utilisateur pour son prochain, mais pas dans son prochain dans le sens utilisateur final, mais utilisateur développeur. Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Et peut-être pour l'aspect débuter en .NET, alors .NET c'est un écosystème énorme, WPF, WCF, on a parlé de Blazor, il y avait .NET Framework, maintenant il y a eu .NET Core qui a été renommé .NET, enfin, c'est un écosystème, et là j'ai fait que quelques-unes des technologies pardon, de cet écosystème. Pour quelqu'un qui débute, comment tu indiquerais tu indiquerais peut-être de commencer par quoi comment tu le conseillerais pour ne pas se perdre dans cet écosystème? Ah ben, c'est compliqué, mais j'ai envie de dire que, heu, quand on débute, on a des projets plein la tête. Et c'est de se dire: «Ben, est-ce que j'ai un truc que j'ai envie de faire?» On a toujours les yeux plus gros que le ventre, de se dire: «Ouais, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça». Ben, c'est de se dire: «OK, j'ai envie de» je sais pas, j'ai une idée, mais qu'est-ce que ça implique derrière? Est-ce que ça va impliquer, de stocker beaucoup de données? Est-ce que ça va impliquer, d'avoir, du traitement, d'images? Est-ce qu'on a besoin de puissance? Est-ce qu'on a besoin de stockage? Enfin, ce genre de choses et que, il faut se demander ce qu'on a envie de faire et de se dire quelle technologie sous-jacente ça va impliquer derrière, ça va demander. Peut-être pour terminer cette interview, j'aimerais te poser 2 questions. On aimerait te poser 2 questions, à savoir, quels sont tes prochains objectifs professionnels, voilà, ou comment tu te vois, dans les prochaines années? Et puis, peut-être pour toucher par une petite note, peut-être note anecdote, est-ce que tu aurais une anecdote, une expérience marquante de ta carrière que tu pourrais partager avec Où est-ce que je me vois? En fait, moi, je je réfléchis jamais à plus de d'un mois, donc non, je sais pas où je suis, je sais pas comment ça va se passer, donc non. Pour plus tard, nous? j'avoue que, Mmh. dans les trucs, en fait, j'ai toujours envie dans le projet dans lequel je suis, j'ai toujours envie de me donner, à fond. J'ai toujours envie de faire le code parfait, ce qui n'existe pas, donc déjà, c'est un dilemme, moi, dans ma tête, de me dire,
parce que quand on veut faire le code parfait, ben, on se dit: «Ben non, j'ai loupé ça à la base et que, ben, ça sera pour le projet suivant que j'intégrerai ça». Voilà, donc ça, voilà et puis, au niveau des anecdotes du oui, 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 bon, on va dire que ça toujours oui, si alors dans les anecdotes, non, je vais pas en parler, je vais pas dire, mais oui, c'est toujours les profils des développeurs, qui sont parfois un petit peu atypiques, de gens qui sont détachés du développement, qui en ont marre et qui, en pleine réunion, quand on va leur demander: «Mais tu as lu le cahier des charges?» et qui à toute honnêteté vont répondre: «Mais non, non, je l'ai pas lu et j'en ai rien à faire». Oui, ça, je pense qu'on en a tous, on en a tous rencontré, on a tous cette anecdote en tête, ouais, effectivement. Et bien, en tout cas, merci beaucoup, Damien. Merci pour ce partage riche, riche en informations. Merci à vous de m'avoir interviewé, ça fait très plaisir. Bah, merci de t'être prêté à l'exercice. Et donc, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de Vitamine Dev. Salut!